Ça n'est pas vivant. Alors voilà, ce n'est pas vivant, mais ça n'est pas inerte. Mais ce n'est pas inerte. Justement, on va y arriver. Vivant, ça bouge vite, n'est-ce pas? Une bestiole, ça a quoi, quelques années de vie, un être humain, ça a 80-90 ans de vie, donc ça va relativement vite. Là, vous avez un objet qui s'est formé il y a 200 millions d'années. Il y a une belle tête pour quelque chose qui est aussi vieux. Alors, ça s'appelle de la fluorite. La fluorite s'est formée de deux éléments qui sont le calcium, donc qui est l'élément principal du calcaire, et le fluor. Vous avez entendu parler du fluor, c'est utilisé pour faire un tas de médicaments, c'est utilisé pour faire le Gore-Tex, le Tefal, tout un tas de trucs. Alors, la fluorite, quand elle est ultra pure, elle est parfaitement incolore. Mais lorsqu'elle se forme, la plupart du temps, vous avez des impuretés qui vont remplacer le calcium en petite quantité et vont donner toute une palette de couleurs qui fait que c'est l'un des minéraux les plus appréciés dans les collections. Ici, il y en a une centaine, je crois, dans notre collection. Alors, comment elle s'est formée, celle-là? Ça a commencé par là, où vous avez une eau très chaude, pas l'eau que vous connaissez, des eaux à des pressions énormes, température énorme, qui dissolvent un peu n'importe quoi. Chargée de calcium et de fluor, elle s'est refroidie et elle a commencé à déposer ce minéral. Donc là, on parle de dizaines, de centaines d'années pour fabriquer ce truc-là. Jaune. Pourquoi jaune? Parce qu'il y a une impureté qui est un des métaux de la table de mon élève qui a donné la couleur jaune. C'est pas fini. La solution qui a donné naissance à ce minéral jaune s'est tarie à un moment donné. Comment sont venus s'installer ces cristaux de pyrite que vous voyez ici? Vous voyez bien à l'interface entre le violet et le jaune, il y a des petits points brillants. Ce sont de petits cristaux de pyrite qui sont venus s'installer dessus. Et puis, pourquoi l'eau a redémarré ensuite, chargée de nouveau de fluor et de calcium, avec une impureté qui donne du bleu, et a complété la fluorite. Vous voyez, donc, elle a, sans faire attention à la pyrite, ça a continué jusqu'au bout, et ça s'est terminé avec une géométrie parfaite, des angles de 90 degrés, des surfaces parfaitement planes. Et enfin, pour couronner le tout, une autre eau est venue et a déposé ici des cristaux de calcite, un peu comme de la chantilly sur un gâteau. Bon, je veux bien, ce n'est pas vivant, je veux bien, ce n'est pas aussi compliqué qu'un être vivant. Enfin, il y a quand même un truc, il y a une transformation, il y a une dynamique, il y a une histoire, c'est ça que ça veut dire, mais ça ne répond pas, c'est pas capable de se reproduire. Au sens que ça ne va pas se diviser en deux et refaire la même chose à côté. Alors, il y a un être vivant qui a fabriqué ça qui s'appelle Mark Rothko. Et les œuvres de Mark Rothko sont connues, c'est l'expressionnisme abstrait des cubes dans des cubes. Mais ce truc-là existe depuis 200 millions d'années. Mark Rothko, c'est relativement récent. Tu vois, c'est des gens qui avaient l'expressionnisme abstrait. Mais c'est magnifique, et même après, ça se complète par un autre cristal. Enfin, donc il y a une dynamique, il y a une vraie dynamique, il y a une dynamique au cours du temps, mais ça ne correspond pas à la définition de la vie, être vivant. Tout ça, tout à l'heure, on parlait des interfaces. Mais je voudrais vous parler d'un animal un peu particulier, parce que... Juste, je sais que tu peux t'en parler, parce qu'il est très étonnant. Juste avant ça, tu avais dit, la vie, ça doit se reproduire. Alors, où est-ce que tu places les virus? Un virus, c'est vivant, c'est pas vivant, c'est un parasite, c'est quoi? C'est compliqué comme truc. Alors, les virus, c'est un petit peu compliqué. Alors, les virus, quand même, dans le bon sens commun, on pense que ça se reproduit, parce que quand on voit le coronavirus en Chine en ce moment, on se dit, quand même, ce truc, ça a tendance à se multiplier. Hein. Ou une gastroentérite toute bête. Voilà. Bon, c'est ou la grippe, etc., enfin, tous les virus qu'on peut rencontrer, ça a tendance quand même à se multiplier, mais ça a besoin d'autre chose, ça a besoin d'un autre être vivant, d'un être vivant au sens strict, pour se multiplier. Par exemple, des bactéries. Les virus rentrent dans les bactéries, utilisent la machinerie cellulaire de la bactérie pour se multiplier. Une fois qu'ils sont assez nombreux dans la bactérie, ils font exploser la bactérie et ils sortent de la bactérie. Ils utilisent nos cellules de la même manière. Ils rentrent dans nos cellules, ils utilisent de la machinerie interne à nos cellules, ils se multiplient, ils utilisent notre photocopieuse, en fait, si vous voulez, ils vont se multiplier et ils vont faire éclater la cellule. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ils ne sont pas totalement autonomes. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça des êtres vivants ou pas des êtres vivants? Mais en tout cas, ils sont assez malins, entre guillemets, pour être capables de se reproduire. Indirectement, en tout cas. Donc, j'aurais tendance quand même à les considérer comme des choses vivants. Tu vois, c'est ta définition de la vie. Mais c'est une élastique. Oui. Non, elle n'est pas très élastique quand même. Bon, c'est quand même compliqué. C'est pas si simple que ça. Ça paraît complètement trivial de dire qu'est-ce que c'est que la vie. Bah oui, on sait bien ce que c'est que la vie. Hein. On dit donner la vie, perdre la vie. Donc, on sait bien ce que c'est dans le langage commun. Mais scientifiquement, c'est pas si simple. Et il ne faut pas confondre une capacité à évoluer, à changer, à avoir une histoire, avec
être vivant au sens strict, au sens biologique du terme. Alors justement, tu brûles